Bonsoir, Chérif Yakelbash, parce que je rentre de la Mauritanie. La Mauritanie, bonsoir et merci de nous avoir réservé cet accueil chaleureux, accueil réservé à GFM chez vous, bien sûr. Ravi donc de vous retrouver ce soir. Sénégal-Gambie, un roman qui apporte un jet de lumière sur la relation faite à la fois d'amour et de répulsion entre deux pays voisins. C'est le fameux syndrome de « je t'aime, moi non plus », rendu célèbre par Gainsbourg. Omar El Foutiyouba, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Titre de votre roman « Échec et mat, Mr. President », un mélange de français et d'anglais. Pouvez-vous résumer votre livre pour les téléspectateurs? Échec et mat fait référence à la Perse, l'Iran des temps anciens. Et Échec et mat, c'est le jeu d'échecs tel que cela figure dans la couverture du livre. Échec et mat fait référence à l'affaire des armes iraniennes qu'on a connue il y a quelques années et qui a mis en jeu une collision entre la République gambienne, l'Iran et les irrédentistes casamançais. Cet élément qui a été exploité par l'auteur dans le cadre de ses trouvages dans un roman policier, donc un polar qui se prête donc aux péripéties qu'on a vécues avec un mélange de fiction et de réalité qu'on a essayé de faire ressortir donc, dans ce roman. Cela fait des semaines que la Transgambienne est fermée, en cause une énième hausse des tarifs à la traversée du bac de Farafenni. Des négociations viennent de se tenir à Dakar entre les gouvernements gambiens et sénégalais. Échec et mat, pour vous paraphraser, encore le pont comme pomme de discorde. Êtes-vous surpris que les discussions aient pris cette tournure? Non, parce que le nœud gordien de l'affaire, c'est effectivement le pont de Farafenni, qui a bénéficié d'un financement de la BAD, qui est à l'état de promesse depuis quelques années, dont la première pierre a été posée, mais qui malheureusement... En février 2015, un financement de 53 milliards, 10% supporté par les deux États. Et on ne peut pas avancer. C'est comme si on revenait en arrière, là. À chaque fois, il y a des écueils qu'on met sur le chemin donc, de cette libération que l'on promet aux populations qui sont aujourd'hui prises en otage par le bac, qui à la limite est voué donc certainement à la perdition. Donc aujourd'hui, il faut moderniser, il faut un pont, il faut un passage fluide, il faut également un système bien rodé qui met en phase les deux États, qui sont des États frères, qui ne sauraient être antagoniques donc, pour la gestion de ce pont, qui réellement peut apporter de la sécurité. Et je pense que le problème également au niveau de la Gambie, c'est un problème de sécurité, parce que on a un État paranoïaque en face d'un grand État qui peut-être est vu sous l'angle d'un complexe en tout cas de supériorité. Donc je pense que les rapports qui étreignent les relations entre la Gambie et le Sénégal, c'est simplement un petit poussé qui regarde donc un géant donc de sa position assise. On va en parler tout à l'heure. Vous parlez du pont et vous insistez même sur le pont. Mais est-ce qu'il n'y a pas une trop forte focalisation sur le pont? Il y a une voie de contournement qui est possible aussi. Il y a d'autres choses aussi qu'on peut développer entre nous et la Gambie. Je suis tout à fait d'accord avec vous dans la mesure où nos États ont quand même une perspective stratégique à développer dans tout ce qu'ils font. Et l'alternative donc, à ce pont constitue la route, qui peut également être une route qui simplement aide donc, à rendre viable les activités de toutes les populations qui sont donc, au niveau du tracé. Parce que même si on met en place ce pont-là, le fait est qu'on a une partie du territoire national qui est aujourd'hui ostracisée, qui est dans une certaine mesure coupée du territoire national, parce que simplement la transgambienne ne permet pas à cette partie donc, de la population nationale de bénéficier des équipements qui devraient être donc, des équipements structurants que l'État leur doit. Donc, justement, est-ce que ce n'est pas à ce niveau qu'il faut agir en changeant même de paradigme? Au lieu que le fleuve Gambie soit un élément de désunion, mais que ça soit plutôt un élément d'union qui unit les deux peuples et non qui les sépare. Ce que vous dites est les juste. deux peuples, les deux territoires. Exactement, dans la mesure où quand on regarde même le fleuve Gambie, il est navigable. Donc ça veut dire que c'est un fleuve qui est aujourd'hui apte à beaucoup de fonctions. Au-delà du pont, il y a également donc, simplement les échanges commerciaux à travers donc, des bateaux, le tourisme. Moi, je vois la Gambie comme étant un État qui devrait se positionner comme Monaco le fait par rapport à son environnement, comme le Luxembourg le fait par rapport à son environnement, qui devrait avoir simplement la sécurité d'un Vatican ou bien de Andorre. Dans une totale intégration. Exactement, avec dans le Sénégal, avec le Sénégal. C'est la fraternité qui règne, où ce qu'on professe, c'est simplement l'unité des deux peuples dans leur autonomie.
Votre roman est une fiction, vous l'avez dit, qui met en scène des personnages qui existent ou qui ont existé. Parfois, les noms des personnes et des lieux ne changent pas et quand ils changent, on devine aisément de qui vous parlez. Si on était en télévision, on aurait parlé de télé-réalité. Les faits décrits sont supposés s'être déroulés du temps du président Abdoulaye Wade face au président Yaya Jammeh en Gambie. Quant aux faits, justement, sont-ils réels, Oumar El Foutiyou? En fait, dans le polar et dans ce que j'écris en général, je mêle la réalité et la fiction. Et c'est ce qui fait que finalement, on retrouve donc une peinture même de la société sénégalaise et de l'environnement que je décris. Qu'il soit gambien, iranien, nigérian, ivoirien, parce qu'on traverse tous ces pays à travers les péripéties du roman qui mettent donc en exergue une invasion du Sénégal par la Gambie en utilisant les irrédentistes casamancés qui sont une 5e colonne que Jammeh donc, a su réellement... aussi par moment dans le roman. Par moment dans le roman que Genius a su se constituer au Sénégal. Aujourd'hui, on voit bien que lorsque l'affaire en fait, du blocus a commencé, on a vu des voix s'élever pour défendre donc, Jammeh, alors que ce qui normalement devrait être noté, c'est plutôt un regain de patriotisme de la part des Sénégalais, une unité donc, dans le discours, une unité même d'action de la part des politiques, de la part simplement également des populations qui devraient observer une adhésion vis-à-vis des autorités. Et c'est là également où je critique un peu les détenteurs de pouvoir dans la mesure où, quand on observe bien la réalité, on voit qu'il y a une certaine dissonance cognitive entre les divers intervenants. Donc, quand on est un conseiller du prince, on se doit d'être mesuré, on se doit d'être réfléchi. La guerre ne sert à rien et j'ai vu, par exemple, on a tous vu des gens qui menacent Jammeh donc, de destitution ou bien la Gambie d'invasion. En même temps, Jammeh qui bénéficie aussi d'une certaine sympathie, hein, de la part de certains Sénégalais aussi. C'est ce qui est grave justement dans la mesure où je pense que là également nous sommes une démocratie qui se veut majeure et le contrat de confiance qu'on offre au peuple doit inclure également cette adhésion aux valeurs, donc cette instauration donc, de valeurs phares au travers desquelles tout le monde se retrouve. Il y a des combats sur lesquels en fait on devrait tous être ensemble. Maintenant, là également, pouvoir, opposition, société civile, comme la population, devrait pouvoir faire la part des choses et savoir ce sur quoi on doit se poser et ce sur quoi également on doit parler clairement de façon cohérente. La Casamance, c'est très intéressant. Vous consacrez plusieurs chapitres à cette région. Enjeu d'ailleurs principal, en tout cas le président Jammeh, dans le roman, vous expliquez que la Casamance constitue un enjeu stratégique pour lui. Et vous faites une grosse révélation sur les fameuses armes iraniennes et vous dites qu'une bonne partie est arrivée à destination. En tout cas, d'après ce qu'on peut retrouver dans la presse, il y a déjà entre les mains des rebelles. 2 cargaisons déjà, donc, qui ont été... cargaisons, sur 4. Sur 4, justement. Ouais. Donc, au moment où on arrêtait, donc, où on découvrait l'affaire des armes iraniennes, il y avait déjà, d'après les révélations de la presse de l'époque, 2 cargaisons qui étaient donc déjà sur place. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on a vu effectivement qu'il y avait une puissance de feu développée par la rébellion qui avait été donc soutenue à l'époque par la Gambie, peut-être antérieurement par la Guinée-Bissau, donc que le Sénégal est arrivé à emmailloter dans ses filets. Et je pense que là, ce qui est important, donc, c'est l'apport même des renseignements. Les renseignements dans en tout cas dans les rapports de presse qui caractérisent la Gambie et le Sénégal, je pense que doivent être structurés autour donc, de l'action des hommes de l'ombre. Parce que c'est eux réellement qui peuvent changer les choses sans coup férir, sans même qu'on tire un coup de feu. Je pense que là également, c'est un aspect sur lequel le livre il insiste et c'est un aspect également qui devrait faire l'attention des autorités. Quand on se remémore ce que dit Sun Tzu au niveau de l'art de la guerre, donc il dit que c'est un élément vital pour un pays. Et quand il cite le commandement, il cite la discipline, il cite le temps, l'espace, et il cite également la doctrine. Et moi, je vais prendre les 3 éléments, le commandement, la discipline, la doctrine. La doctrine, c'est de faire en sorte que les pouvoirs donc, publics donc, et la population
ait une même identité de vue par rapport à une cause nationale, ce que les sociologues, ce que les travailleurs sociaux appellent la cause. Le commandement, c'est vraiment avoir les qualités pour mobiliser tout le monde autour de soi, à travers maintenant l'exemplarité, qui elle-même va obliger donc, les populations à la discipline. Je pense que c'est 3 éléments essentiels qui sont utiles dans cet art de la guerre qu'on doit mettre en œuvre par rapport à nos relations donc, avec nos voisins. Vous ouvrez les yeux aux lecteurs parce que les Sénégalais ont tendance ou ont toujours à regarder de haut la Gambie et plus particulièrement le président Diamé. Et puis vous révélez un plan, en tout cas dans le roman, c'est de la fiction, un plan d'annexion du Sénégal par la Gambie qui a échoué bien sûr, d'où le titre de votre roman Échec et Mat, mais c'est quand même intéressant comme scénario. Oui, on voit souvent, on observe ces rapports complexes entre la Gambie et le Sénégal à travers ce que disent les Sénégalais. Donc vous avez l'image de la banane dans la bouche, vous avez l'image du suppositoire là où on pense. Donc c'est des images qui renvoient simplement à un corps étranger ou bien un corps assimilable. Oui. Alors que la septicémie, elle est également possible. Et Yaya Jammeh vraiment peut nourrir une ambition d'occupation du Sénégal, d'annexion du Sénégal. Quand on voit sa manière de faire, quand on voit les soutiens donc, sur lesquels il s'appuie, quand on voit la problématique même de la gestion transfrontalière avec des populations qui sont de part et d'autre de 2 pays que le colonisateur a séparés à la hâte, je pense que là on peut nourrir légitimement des inquiétudes par rapport à toute pensée, en tout cas toute pensée peu vertueuse d'un dirigeant qui est assis sur une dictature. Et qui a comme modèle Paul Kagame, comme modèle le Rwanda comparé à la Gambie. Petit pays, petit poussé, mais qui joue un rôle majeur sur la scène internationale. Il ne prend pas les bonnes choses, les bonnes pratiques du Rwanda, mais ce qu'il prend, c'est l'invasion de la République démocratique du Congo. On a vu que ce géant en pied d'argile a été désorganisé. Heureusement qu'au Sénégal, on a une armée de métier, une armée républicaine, donc faite d'un commandement cultivé, ce qui n'est pas le cas souvent des politiques. Avant d'en arriver là, la référence de Yaya Jammeh, c'est le Gabou. Le royaume du Gabou ambitionne de reconstituer. Exactement. Et c'est là justement le danger. Avec le trident Banjul, Bignona, Bissau. Quand on prend racine sur l'histoire, on a des soubassements sur lesquels réellement on peut faire frémir le peuple, on peut mobiliser le peuple. Et n'oubliez pas que Abdou Diouf, lorsqu'il envoyait les parachutistes et les commandos sur Banjul, il avait en tout cas l'état-major avait donné comme nom de code de l'opération Fodé Kaba. Fodé Kaba, c'est le roi du Gabou. Donc, opération Fodé Kaba 2, c'est simplement un ensemble homogène qui était là. Et d'ailleurs, ça a donné naissance plus tard à la Sénégambie. Donc, ça veut dire que déjà en mettant en place cette opération militaire, on avait une idée politique derrière. Et cette Sénégambie, qui était l'unité des 2 peuples autour de 2 pays autonomes, mais qui décidaient ensemble dans le cadre d'une unité importante, dans la mesure où les micro-États, on sait tous qu'ils ne sont pas viables. Cette unité, malheureusement, a été battue en brèche par Diawara à un moment donné. Et les Sénégalais ont été remplacés par des Nigérians, mais comme on dit, il ne l'a pas emporté au paradis, puisque quelques années plus tard, il a fait l'objet d'un coup d'État de la part de Diamé. Très bien. Échec et Mat révèle aussi cette guerre des renseignements sénégalais et renseignements gambiens. On découvre quand même un jeu en douce, un jeu d'ombre intéressant. Un État repose sur, je le pense, la vertu, l'autorité et le vice. Le renseignement peut amener aux 3. Et le renseignement utilise les 3. Les objectifs peuvent être louables, les moyens qu'on utilise peuvent ne pas l'être. Et l'art du renseignement, c'est justement de tromper. Et tromper, c'est utiliser les armes de l'autre, c'est utiliser l'esprit de l'autre, c'est utiliser les plans de l'autre, donc de sorte qu'on puisse réellement formater, donc se ménager des appuis, comme on l'a fait en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, le Sénégal est très présent en Guinée-Bissau, donc à travers le renseignement, à travers ses militaires, donc à travers une coopération qui est dynamique. Donc le renseignement peut permettre à un État réellement d'avoir une bonne carte à jouer. Sur la Casamance, vous pensez qu'on va définitivement vers une paix? Je pense que si les efforts qui ont été déjà enclenchés il y a quelques années sont poursuivis, la partie casamançaise, en tout cas la partie irrédentiste, est aujourd'hui donc dans des dispositions donc, de négocier la paix. Maintenant, il est vrai qu'on a toujours vu qu'il y a des intéressés donc, au conflit.
parce qu'un conflit nourrit beaucoup de gens. Au sein de l'armée, vous en parlez, vous parlez de ces politiciens aussi, proches de l'entourage du président, en tout cas du président d'alors, Maître Abdoulaye Wade. Tout à fait. Comme je le dis, c'est une peinture sociale de l'époque. Et les politiciens, donc la haute hiérarchie quelquefois de l'armée, les populations elles-mêmes quelquefois trouvent intérêt à maintenir ce semblant de désordre qui leur profite. Mais rien ne vaut la paix, comme on le dit chez nous, puisque la paix, elle est la mère quand même du développement. Très bien. Oumar El Foutiyou Bah, auteur de ce roman, Échec et mat, Mr. President, qui parle des relations entre le Sénégal et la Gambie. Merci d'être venu. C'est moi qui vous Demain, remercie. vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf, Inch'Allah. Chérif, il paraît que tu es un bon joueur d'échecs, alors ça t'intéresse. Merci, excellente soirée.